Salut tout le monde et bienvenue dans le troisième épisode du podcast Sœurs de Sciences. Moi c'est Chloé. Et moi, c'est Flavie. Ici on parle sororité, parcours de femmes et ingénierie. Aujourd'hui, on parle défense, enseignement et engagement. Mais avant ça, un petit point sur l'actu des assos. Et oui, ce mois-ci on a la Céline qui propose son week-end régate à Trinité-sur-Mer qui va permettre justement aux passionnés de voile de décompresser un peu après ses partiels. Mais si vous n'avez pas trop le pied marin, on a aussi Guided Ways qui propose son repas à thème. Cette fois-ci, le thème c'est Thanksgiving et on a hâte de goûter à tout ça. Et pour rester dans le thème des États-Unis, on a Emos qui, encore une fois, propose sa deuxième édition des Track Day. C'est une journée sur piste à Manicourt, sur une piste de Formule 1. Et cette année, la particularité, c'est qu'il y a un thème, c'est des États-Unis. Donc, venez avec vos voitures thermiques, peu importe leur puissance, peu importe leur prestige. Et désolé aux électriques et aux hybrides. Donc aujourd'hui, on reçoit Louise. Bienvenue dans le podcast. J'espère que tu es contente d'être là. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Enchantée, merci beaucoup pour l'invitation. Du coup, Louise, je suis ingénieure, j'ai obtenu mon diplôme en 2021. Il me semble que je suis la première qui n'est pas diplômée de l'ESTACA. Oui. Donc je suis diplômée d'IMT Atlantique, qui est une école présente sur les campus de Brest, Nantes et Rennes. Et depuis 2021, je travaille au sein de MBDA, donc qui est une entreprise française et européenne dans l'industrie de la défense. Et est-ce que tu peux nous parler de ton parcours scolaire et de ton poste actuel à MBDA ? Oui, bien sûr. Donc moi j'ai fait un parcours plutôt classique. Quand j'étais au lycée, c'était encore les filières S, ES, etc. Donc j'ai fait une filière S spécialité maths. On n'était déjà pas beaucoup de filles à l'époque. À la suite de ça, je suis rentrée en prépa. C'était un objectif très long terme pour moi. Je suis rentrée en PCSI, PSI. J'ai adoré ça et donc j'ai décidé de refaire une deuxième année de prépa pour obtenir un classement si possible meilleur au concours. Et à la suite de ça, j'ai intégré donc IMT Atlantique sur le concours Minpon. J'ai passé mes 3 ans d'école qui ont été un peu perturbés par le Covid. Mais j'ai quand même eu la chance de pouvoir partir presque 6 mois à l'étranger, que j'ai passé à l'Université nationale de Séoul, donc dans la période Covid. Mais j'ai quand même pu faire cette expérience à l'autre bout du monde qui était passionnante. Et à la suite de ça, donc, j'ai intégré MBDA pour mon stage de fin d'études. Et puis j'y suis restée dans un autre service. Donc actuellement, je travaille dans la conception d'algorithmes, ce qui est un métier un peu particulier. Donc il n'y a pas forcément d'études en France pour le faire, comme beaucoup de métiers d'ingénieur, parce que c'est beaucoup de la réflexion. Mais le but, c'est de fabriquer les algorithmes qui vont aider à prendre des décisions au sein des systèmes d'armes. Donc tout ce qui va pouvoir aider un opérateur militaire. Donc pour chaque problème qu'on a, on travaille tous sur des projets différents, on fait tous le même métier. Et à chaque fois, notre but, ça va être de réfléchir à quelle est la meilleure manière mathématique dont on va pouvoir formuler la sortie de la décision qu'on veut prendre. Quel est l'outil mathématique qu'on va utiliser pour prendre cette décision et du coup quelles sont les entrées dont on a besoin. Et c'est comme ça qu'on va concevoir un algorithme, on va faire un premier prototype pour tester si ça marche en fonction des flux de données qu'on a, etc. Qu'on va pouvoir tester suivant les programmes sur lesquels on est, même sur le terrain. Parce que quand on fait du traitement de données radar ou des choses comme ça, il faut pouvoir voir en temps réel ce que ça donne, si c'est bruité par les environnements, etc. Et puis après, on va accompagner tout au long du programme, tout au long de son cycle en V, jusqu'à la validation, etc. Et donc ça, c'est mon quotidien. J'ai commencé comme conceptrice d'algo donc au sein du département. Et puis récemment, j'ai pris un peu plus de responsabilités pour encadrer une équipe sur les systèmes du futur. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller dans le domaine du spatial et plus particulièrement de la défense ? Alors, je dirais que pour moi, c'est plutôt un choix vers la défense. Ok. J'ai toujours cherché à être ingénieure. Maintenant, on dirait et on entend dire pour avoir un impact sur la société. Moi, c'était pas forcément ça. C'était déjà parce que je suis curieuse et puis pour pouvoir faire quelque chose de cette curiosité pour la France. Dans le sens où c'est des études qui sont longues, qui sont coûteuses. Et c'était aussi pour rendre un peu ça à un moment donné. Donc j'ai toujours cherché à travailler dans une entreprise française qui produit quelque chose. J'avais besoin de voir quelque chose à la fin. Alors moi maintenant c'est un logiciel, vous allez me dire c'est sur quoi je travaille, mais on peut le voir, on peut voir un déploiement, etc. Et donc ça a été les premiers éléments. Et après il y avait une idée de se dire quelque chose qui sert. Et c'est vrai que quand on met tout bout à bout, le secteur de la défense apparaît un peu de manière prédominante. Historiquement, je voulais travailler dans les énergies marines renouvelables. C'est pas le résultat, il y a plein de raisons qui ont fait que ce choix a évolué. Mais c'était un souhait de vouloir travailler dans une industrie française.
basés en France. Ok. Ok, trop Voilà. intéressant. Mhm. On revient juste un peu au niveau de l'école. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours scolaire, de donc, tous tes engagements que tu as eus dans ce milieu, comment tu t'es sentie aussi, comment t'es arrivée dans cette école, tout ça. Alors, arrivé dans cette école, les concours. Ouais. Les concours, en étant 5,5, donc en n'ayant plus rien à perdre et en voyant ce qui allait arriver, j'ai passé mon été sur liste d'attente en attendant des places pour une autre école. Et puis le 25 août, on m'a dit que finalement, j'étais deuxième sur liste d'attente, ils prenaient le premier. J'ai regardé, je suis partie le 27 août à Brest, où j'ai découvert un campus en bord de mer paradisiaque. Je regrette absolument pas ce choix, au contraire. Et je suis arrivée, la particularité, c'est qu'IMT Atlantique est une école fusionnée. Et je fais partie de la première promotion qui a fusionné. C'est-à-dire que l'école a administrativement fusionné pendant un certain nombre d'années, mais il y avait 2 cursus des écoles historiques, Télécom Bretagne et les mines de Nantes. Et nous, quand on est arrivé, c'était une seule promo sur plusieurs campus. Et en fait, ça a aussi été une chance incroyable parce que il y avait un terrain de jeu qui était énorme, on pouvait tout faire. Moi, je me suis très rapidement engagée dans les associations étudiantes. Donc, je voulais être vice-présidente de BDE. Pourquoi vice-présidente ? Parce que je savais que je faisais pas assez la fête pour être présidente. Ce à quoi le plus gros fêtard de la promo avait très bien compris le principe aussi, vu qu'il est venu me voir en me disant « Louise, on va faire une liste tous les deux. Tu feras les papiers, je ferai les soirées. » Ça a très très bien marché. Mais dans ce contexte-là, l'école ayant fusionné, il fallait aussi trouver un système pour les associations étudiantes parce qu'on avait des BDE sur tous les campus, des BDS sur tous les campus. Pour l'administration, c'était compliqué à gérer. Mais en même temps, d'un point de vue légal, on ne pouvait pas avoir qu'une seule association. Donc j'ai beaucoup travaillé sur le sujet. On a créé une fédération des associations étudiantes pour rassembler tout le monde, coordonner un peu et surtout permettre aux élèves d'avoir qu'une seule cotisation, peu importe le campus sur lequel il est. Donc j'ai monté cette fédération, dont j'ai été la première présidente par facilité quand on l'a montée. Et j'ai aussi découvert un peu le fonctionnement d'une école. C'est un fonctionnement très, très complexe. Alors IMT Atlantique, c'est une école publique qui respecte tout un tas de difficultés, avec tout un tas de laboratoires qui sont publics, qui sont sous co-tutelle avec d'autres établissements, etc. Ça m'a donné envie de découvrir un peu plus et je suis rentrée au comité de l'enseignement et au conseil d'école comme représentante élue élève. Et j'ai découvert un monde qui est absolument passionnant parce qu'en tant qu'élève, des fois on se dit mais pourquoi ils font pas ça ? S'ils font pas ça, c'est parce qu'il y a des dizaines de raisons pour lesquelles c'est trop compliqué. Mais c'est pas pour autant qu'on peut pas rien changer quand on travaille ensemble. Et ces engagements-là ont pris d'autres facettes vu que je suis rentrée. Donc IMT Atlantique, c'est au sein du groupe IMT. Donc je suis rentrée au conseil d'administration de l'Institut Mines Télécom. Et puis en parallèle, j'ai été recrutée au sein du Bureau national des élèves ingénieurs, qui sont différentes associations qui travaillent dans ce même but de promouvoir les métiers d'ingénieur et puis d'aider les étudiants, de coordonner des choses, d'apporter des ressources pour les associations, pour les élèves, etc. Des ressources souvent pas que financières, de support, de formation et autres. Et donc voilà, je me suis beaucoup engagée sur le sujet. Ça a continué par... j'ai été auditrice pour le Haut Comité HCERS, Haut Comité d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur en France, qui est un institut public et en fait qui évalue toutes les écoles d'enseignement supérieur, tous les instituts, tous les laboratoires. Et dans tous les comités, il y a toujours un élève. Et donc j'ai participé à différentes audits sur ça. Donc on découvre des choses complètement... un peu étrange au début et puis très dur à absorber, mais intéressante. Et donc cet engagement-là, je le continue aujourd'hui en tant qu'alumni dans mon école parce qu'on a des choses à apporter, parce qu'il faut faire bouger les choses, mais c'est compliqué, ça demande de l'énergie et ça demande de l'engagement de la part de tout le monde. Ok, très intéressant. Et sinon, excuse-moi, concernant ton travail, tu travailles sur quel type de projet ? Tu nous as parlé du fait que tu travailles sur des logiciels. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou pas ? Alors en fait, MBDA, c'est le leader européen des missiles et des systèmes d'armes. On est présent dans 4 pays. On a un certain nombre de projets sur étagère qui sont déployés dans plus de 90 forces armées à travers le monde. Notre client principal reste le client français. On travaille pour les forces, l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, à travers le monde, dans des cadres de partenariat étatique. Et les projets sur lesquels je travaille, c'est les systèmes d'armes. Donc il y a le missile, mais le missile, il va dans un ensemble qu'on appelle le système d'armes, qui va permettre de le raccrocher sous rafale, de l'intégrer dans une frame, etc. Et ça, souvent, il y a aussi à ce moment-là l'interface opérateur.
dans un certain nombre de systèmes d'armes, MBDA est responsable de cette interface opérateur. Et donc moi je travaille au sein de cette interface sur la partie interaction entre l'opérateur et le système d'armes, comment on peut l'aider à prendre les décisions qu'il va avoir à prendre, comment on peut être sûr qu'on lui met à disposition toutes les informations dont il aura besoin pour prendre ces décisions-là. Ok. Donc il a l'air très compliqué ton travail, mais qu'est-ce que t'aimes le plus dedans? Qu'est-ce que t'aimes le plus faire? Alors, il est compliqué quand on essaie de l'expliquer au quotidien, ça va. Ce que j'aime le plus, c'est le fait qu'il n'y a pas deux journées qui se ressemblent. Quand on travaille dans l'industrie, on travaille sur un produit qu'on va fabriquer. Et entre le moment où on l'a pensé et le moment où il va arriver dans les forces et où on va accompagner les forces qui sont nos clients, il s'est passé un grand nombre d'années. Souvent, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de choses auxquelles on ne s'attendait pas. Et il y a beaucoup de choses à faire. Il va y avoir de la réflexion pure, vraiment, comment je vais prendre une décision. Il va y avoir de la recherche. On va lire l'état de l'art, on va se documenter. On va voir s'il n'y a pas des nouveaux algorithmes qui sont sortis. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Je l'ai dit, on va aller tester sur le terrain. Parce que c'est nous qui connaissons nos algos, c'est nous qui savons comment ils traitent les données. Donc des fois, on va se rendre sur le terrain pour regarder comment la donnée est traitée. Pour apporter son support aux équipes d'essai, etc. Et ça, les journées, forcément, elles sont très différentes quand on est derrière un bureau, en réunion ou autre. C'est vrai. Donc voilà. Okay. Et c'est chouette, je trouve que c'est le meilleur dans le travail, de ne pas s'ennuyer dans... Mais je pense que c'est valable pour tous les métiers d'ingénieur. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il y a une diversité qui est hallucinante. Chez MBDA, c'est plus de 100 métiers. Wow. Et quand je dis 100 métiers, je parle des catégories de métiers. Ouais. Oui. Dans le service, on est 25. Je pense qu'on n'est pas deux à avoir la même journée. Vous êtes tous dans le même bâtiment ? Oui. Sur Paris, en tout cas. Ah, sur Paris, en fait, on est sur un gros site où il y a plusieurs bâtiments. Mais oui, on est très nombreux. Il le site MBDA. Sinon, on va parler d'un autre sujet. C'est toi, en tant que femme, est-ce que tu as ressenti des obstacles en tant que femme dans ce milieu ? Ou pas du tout ? Alors, moi, je pense que j'ai une petite particularité, c'est ce que je veux faire depuis que je suis toute petite. À l'école primaire, à l'école maternelle, même quand on me demandait ce que je voulais faire, je disais ingénieur. Donc, ça a toujours été une évidence pour moi. Et dans mon cercle très proche, ils le savaient et ça a toujours été une évidence pour eux aussi. Après, oui, j'en ai entendu des mettez une femme, etc. Pendant longtemps, ça ne m'a pas perturbée. Et je dirais que dans mon quotidien, ça ne me perturbe pas. Par contre, c'est sûr que on est une minorité de femmes en école d'ingé. C'est factuel. Je pense que ça apporte plein de choses sur comment on voit notre métier un peu différemment après. Parce que, un truc vraiment bête, mais on est un cas limite. Donc, quand on fait de l'IA, on a tendance à être un peu plus sujette à regarder les cas limites de plus près. Parce qu'on sait ce que c'est d'être un cas limite dans plein de situations. Après, en tant que femme, là où personnellement ça peut être un peu plus compliqué, surtout que c'est un sujet sur lequel je suis assez investie, où je dis faut pas de limites, il faut pas se poser de limites, il n'y a pas de raison d'en avoir, c'est face à un certain choix, je finis par me poser trop de questions, en me disant je fais ce choix-là parce que c'est la facilité en tant que femme, parce que justement en tant que femme je veux prouver qu'ils ont tort, ou est-ce que je le fais vraiment pour moi ? Et ça, on en arrive à un moment où, en fait, le plus gros obstacle, c'est nous. Oui. Le faire parce que on en a marre de se battre, parce qu'on en a marre d'être la seule. À un moment donné, on a le droit aussi. Le faire parce qu'on a envie d'être la première, on a le droit aussi. Mais la première personne pour qui on doit le faire, c'est nous. Et ça, je pense que c'est très important. C'est vrai. C'est très joliment dit. C'est très bien dit. Et je pense qu'on se le dit pas assez dans la vie toujours. Surtout nous, notre école, il y a très peu de femmes. À l'Estaca, on est 13%, 15% de femmes. Je sais pas à l'IMT combien il y avait de femmes. Vu que tu étais dans les premières années, je sais pas si... Moi, j'ai souvenir j'ai 18% en tête. Ouais, maintenant, je pense qu'on est plus. Je pense que c'est 23% dans les dernières promotions. Mais sur ma promo, sur le cercle ingénieur généraliste, j'avais 18% en tête, oui. Et après, dans l'industrie de la défense, en France, c'est 11%. Ouais, donc c'est très très peu.
Et justement, même si on est peu, est-ce que dans ces moments un peu de difficulté, est-ce que tu as eu des moments où, entre femmes, vous vous êtes tenues les coudes? Est-ce que tu as eu des moments de solidarité dans ton Alors, parcours? je dirais oui énormément. Euh, Déjà, donc, dans le service où je suis, on est 2 femmes. Il faut savoir que quand je suis arrivée, pendant quelques temps, on ne s'est pas parlé avec la deuxième femme. Et encore une fois, parce qu'on s'est posé nous-mêmes la limite, parce qu'on avait peur de... Moi, je suis arrivée, ça faisait 1 an qu'elle était dans le service. Elle avait créé un certain équilibre dans cet environnement très masculin. J'avais peur de déranger cet équilibre. Elle est très très sportive. Moi, je suis plutôt à faire des cookies et à les ramener au bureau, etc. Donc, on avait 2 profils qui étaient différents. Je pense que vraiment sans le vouloir, on a certains collègues qui nous ont mis un peu en concurrence. Parce que, ah mais t'as vu, elle a fait ça, ah mais t'as vu, Louise a ramené des cookies et autres. Et on a eu peur. Et on a eu peur vraiment que les garçons disent ah bah les filles se mettent contre nous. Et donc on est resté très distante. Et une fois, à une pause café, on a parlé justement féminisation des métiers de l'ingénieur et on s'est regardé et on a compris qu'ils étaient vraiment morts, les 22 garçons de service, et que c'était fini pour eux. Et là, oui, vraiment, on en a discuté et j'ai trouvé une excellente collègue avec qui on fait énormément de choses et on cherche à faire bouger les choses. Dans le sens, justement, on veut pas que d'autres filles se sentent coincées par ça. Et donc, on essaye justement autant que possible de parler de nos métiers, de le mettre en avant et puis d'apporter notre écoute et notre témoignage dès qu'on peut. Et ça, on l'a retrouvé au sein de MBDA parce que depuis 2023, on a un réseau qui s'appelle Inspiring Women, où justement, c'est des collègues qui cherchent à inspirer les autres, à inspirer à l'extérieur, à témoigner. Et je trouve que c'est très important parce que on pense souvent que le diplôme, c'est la finalité. Le diplôme, c'est le début. Derrière, on passe encore plus de 20 ans à bosser. Ouais. Et être ingénieur, c'est être tout et rien. Et quand on rentre dans une entreprise, je trouve que c'est aussi le passage difficile pour se dire, ok, qu'est-ce que je veux faire demain, après-demain, dans 10 ans. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas le droit de changer ce qu'on veut faire, mais ça veut dire que si on n'a pas d'exemple, encore une fois, si on n'a pas d'endroit où en parler, c'est compliqué de se projeter, c'est compliqué d'avoir une motivation et d'avancer. Et je pense que c'est là où c'est important qu'il y ait toutes les générations qui témoignent et d'échanger. Et encore une fois, les hommes, parfois, ils ont un peu plus de facilité à aller voir un autre homme, à entendre parler d'une carrière, et ils ont plus de modèles. Oui. Parce que quand on rentre dans une réunion, il y a énormément d'hommes autour de la table, donc on peut facilement se dire, dans 10 ans, je vais être lui. Oui. Ouais. Ça veut pas dire qu'on peut pas le faire en tant que femme, de voir un homme qui nous inspire. Au contraire, faut pas du tout se l'empêcher. Mais ça aide d'avoir d'autres... Ouais. Oui. Surtout quand on est plus jeune. Quand on est plus jeune, avoir une figure féminine, c'est tellement inspirant que de voir un homme. Bon, un homme, ça peut être très inspirant comme tu l'as dit, mais je pense qu'avoir une femme, c'est encore mieux. Et du coup, tu parlais de féminisation du métier. Toi, comment est-ce que tu penses qu'on peut encourager des filles, des jeunes femmes, des femmes à plus s'orienter vers ce type de métier, notamment le métier d'ingénieur? Je pense qu'on a déjà un problème fondamental. C'est la définition du métier ingénieur. Est-ce que vous la connaissez? Je la connais pas. Moi, on me l'a vendu comme celui qui doit faire gagner plus d'argent à son entreprise. Ouais, C'est historiquement, ingénieur, ça vient de ingé, c'est les idées. Mm. C'est régler des problèmes. Mm. Je n'ai plus la définition en tête du Larousse, mais c'est ça, un ingénieur, c'est quelqu'un qui règle des problèmes et qui trouve des solutions. Pour moi, c'est le problème fondamental qu'on a. Actuellement, on ne sait pas ce que ça veut dire ingénieur. Mm. Dans la culture populaire, il y a très peu d'exemples d'ingénieurs. J'ai refait les Iron Man avec... c'est le personnage le plus proche d'un ingénieur dans la culture populaire au sens large. J'ai refait en VO et en VF. Le mot n'est jamais dit. Oui. Ouais. C'est un chercheur, c'est un inventeur. Et ça, je pense que c'est le premier problème qu'on a. On pourra en parler tant qu'on ne pourra pas se projeter sur ce métier-là, en tant qu'enfant, mais aussi en tant que parent, en tant que grand-parent, en tant qu'oncle et tante. Aller vers l'inconnu, ça fait peur. On ne va pas encourager quelqu'un à aller vers l'inconnu. Des modèles d'hommes ingénieurs, on va en entendre parler. Des modèles de femmes ingénieurs, moins. Donc forcément, c'est très bien de sensibiliser les jeunes filles, il faut continuer. Je pense qu'il y a énormément d'actions sur ce sujet-là. Maintenant, il faut aussi qu'on arrive à transmettre ça aux personnes qui les entourent. Parce que quand on a 18 ans, quand on a 20 ans et qu'on dit « je veux faire ça », dans beaucoup de cas, on en parle à papa, maman, qui ne savent pas forcément ce que c'est.
Et ça, je pense qu'il y a des vrais leviers dans la culture populaire. Il faut qu'on ait plus de représentation d'ingénieurs. On a eu des exemples, il y a plein de médecins, c'est super compliqué ce qu'ils font. Par contre, quand on parle de Dr House ou de Grey's Anatomy, il y a à peu près toutes les spécialités qui sont connues et les gens peuvent se représenter ce que c'est. Ingénieur, je pense qu'on a à peu près le même souci. Je vois totalement ce que tu veux dire. Mm. C'est vrai que... moi, je suis incapable de sortir une définition d'ingénieur. Et même quand on en avait parlé même avec d'autres, par exemple, l'épisode précédent, elle savait pas non plus. Enfin, quand on est jeune, on entend ingénieur. Qu'est-ce que c'est ingénieur? Ça veut rien dire. Ça veut tout et rien dire. Ouais. C'est ça qui est très très compliqué et je pense que c'est là où on a tous un rôle à jouer, à mettre en avant nos métiers, à essayer de les expliquer quand c'est possible, les montrer encore plus parce que c'est ça qui est parlant et pour ça il faut toucher les jeunes filles mais je suis convaincue qu'il faut toucher leur entourage. Ok. Est-ce que toi, parce qu'on parle de modèle depuis tout à l'heure, pas forcément ingénieur, mais est-ce que tu as, ou dans ta famille proche, n'importe quoi, mais un modèle féminin qui t'a inspiré? Je pense que le modèle féminin qui m'a le plus inspiré c'est Hermione Granger Ah ouais? dans Harry Potter parce qu'elle n'a pas de limite. C'est une sonde de bourbe qui décide de devenir la meilleure magicienne possible. Et ça, je trouve que c'est très inspirant. Et c'est vrai que l'incarnation que Emma Watson fait et tous les engagements qu'elle a eus, elle a quelques années de plus que moi. Je dirais pas combien, mais c'est vrai que c'est suivi dans l'actualité. On suivait aussi mes réflexions sur le sujet quand elle a monté I4CHI à l'ONU, etc. C'est des vrais engagements et c'est là où je me suis rendu compte aussi que c'était des engagements qui n'avaient pas de limite de métier. Parce que ces questions-là, en fait, on se les pose partout dans nos sociétés occidentales. Et je pense que c'est important aussi de se rappeler que c'est pas le cas forcément dans tous les pays. Et une de nos questions, c'était est-ce que toi jeune aurait été surprise de te voir faire ce métier, le métier que tu fais, mais finalement tu nous dis depuis toute petite tu as envie de faire ça, mais qu'est-ce qu'il en est de toi qui te revois quand tu étais petite? Alors, je pense qu'elle serait pas surprise. Parce que j'ai une anecdote, et si ma maman regarde ce podcast, elle s'en rappellera. Toute petite, je suis dans la salle de bain avec elle, elle se parfume, et je regarde le flacon de parfum très intéressée. Elle me dit, si tu veux, plus tard, on pourra aller à Grasse, voir les fabrications de parfums, etc. Je lui ai répondu, non, je veux savoir pourquoi quand t'appuies, le liquide y remonte. Bon, je pense que le personnage était assez posé assez tôt, donc pas étonnée d'être ingénieure. Par contre, peut-être étonnée, ou en tout cas n'ayant pas conscience à l'époque, de l'assurance que j'ai peut-être maintenant de mettre en avant ce métier, d'avoir des actions et de l'engagement pour tout ça, de manière plus ou moins publique. mais ça, oui. Et surtout, peut-être, entre guillemets, surprise de la facilité avec laquelle c'est arrivé. Parce que finalement, on peut s'en faire une montagne, on peut se dire qu'il va falloir se battre et se battre et se battre. J'ai pas l'impression de m'être beaucoup battue. Je vous remercie plein de générations qui sont sûrement plus battues que moi et je fais tout pour que les suivantes se battent moins que moi. Mais je pense que c'est cet aspect-là qui surprendrait la petite Louise d'il y a quelques années. Et justement, cette assurance, comment tu l'as gagnée? Enfin, ouais, déjà, comment tu l'as gagnée et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour réussir à s'affirmer, surtout dans ce monde très masculin encore, comme on le dit? Alors, c'est une bonne question. Je pense que personnellement, je l'ai vraiment gagné sur un événement dont on a un peu parlé, mais qui a été en filigrane. C'est mon engagement associatif. Mon engagement associatif en tant qu'étudiante et puis en tant qu'alumni. Parce que je suis présidente de l'association des alumni. Je l'ai été assez jeune, vu que je l'ai été 1 an après mon diplôme. Et ça m'a amené beaucoup d'assurance parce que face à mon conseil d'administration où on est 24, à moins de 30 ans, on n'est pas forcément toujours, en tout cas en premier abord, perçu comme compétent. Et très rapidement, je leur ai montré que j'avais une idée claire, je savais où j'allais, je savais mettre l'énergie pour y arriver, je savais fédérer les gens. Et je serai toujours marquée parce que mon premier gros jalon que je m'étais fixé moi, c'était la remise de diplôme. Parce qu'en tant que président de l'association Alumni, on fait un discours à la remise de diplôme. Et ça paraissait essentiel pour moi de transmettre quelque chose dans ce discours. Donc j'ai passé beaucoup de temps à le préparer. Et je l'ai écrit.
Et quand je suis redescendue parmi les administrateurs, il y a 2 administrateurs, je les admire tous, mais ceux-là, ils ont beaucoup d'estime pour moi. Et ils n'étaient pas forcément pour au début de mon élection. Et ils m'ont dit, ok, tu sais ce que tu veux. Et ils m'ont toujours aidé depuis. et je pense que c'est dans ces moments-là, dans ce monde associatif, qui a beaucoup moins d'enjeux que le monde pro, mais qui permet de tester plein de choses, qui permet de comprendre comment ça marche, que j'ai gagné énormément d'assurance. Que ce soit ça, que ce soit dans les réseaux féminins, où j'ai eu des opportunités de faire des discours, de parler de ma carrière, et de rendre compte que ça intéressait les gens. Et puis d'un point de vue pro, j'ai aussi eu des opportunités où j'ai pu montrer ce que je savais faire, et sur lesquelles on m'a félicité. Et j'ai vraiment cherché à capitaliser sur tous ces retours positifs. Et quand j'en ai des négatifs, à regarder qu'est-ce qui a changé. Si c'est un événement sur lequel j'avais été félicitée ou pas, est-ce que c'est parce que ça n'a pas été perçu de la même façon? Est-ce que j'ai fait quelque chose de différent? Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un peu plus d'assurance que hier. Ok. C'est vraiment très beau. Ouais. Vraiment, On a tout le parcours, enfin, ton évolution, ouais. le développement du personnage, comme on pourrait Ouais. dire. J'aime beaucoup. Mais du coup, dans ton parcours, est-ce que tu as une grande fierté que tu aimerais nous partager là maintenant? Alors, j'ai une grande fierté dans mon parcours pro. Alors, dans le parcours associatif, j'en ai parlé. Alors, l'élection à la présidence des alumni, c'était pas tellement une fierté parce que plein de raisons internes à l'association ont fait que je suis arrivée présidente. Par contre, la reconnaissance que j'ai eue après, ça, c'est une fierté. Cette reconnaissance, elle a aussi donné lieu à des nominations dans différents conseils. Mais d'un point de vue pro, quelques temps après, alors même plusieurs années après mon arrivée en poste, sur le programme sur lequel j'étais, on a participé à un gros déploiement extérieur, assez long. Et on m'a demandé de présenter mes travaux à des clients potentiels. Et quand je suis arrivée sur le terrain, au début, c'était pas prévu que je reste aussi longtemps et c'était pas du tout prévu que je présente. Et c'est la façon dont j'ai pu travailler sur place, où j'ai mis beaucoup d'énergie, où j'ai obtenu des résultats, où j'en ai parlé autour de moi, qui a fait que j'en suis arrivée là. Et ça, c'est vraiment une grosse fierté. Et c'est aussi à ce moment-là, j'ai croisé des gens au travail que je pensais pas pouvoir devenir des alliés. Et qui, face à ces résultats, sont devenus des vrais alliés au quotidien. Parce qu'ils m'ont dit, mais Louise, tu sais qu'est-ce que tu fais, tu sais comment le présenter, tu sais où tu veux aller. Et donc, c'est devenu des gens avec qui je peux en parler, avec qui je peux échanger. Et ça, je pense que c'est important. Et c'est une fierté d'avoir réussi aussi à construire ce réseau-là qui m'accompagne au quotidien. Ouais. Comme quoi, quand on sait ce qu'on veut, qu'on dégage une bonne énergie, en général, les gens qui nous entourent, ça reflète un peu nos idées. Et on peut avancer comme il faut avec des gens sur qui on peut compter. Complètement. Moi, je dis qu'il faut avancer. Ouais. On peut se tromper de direction. On bifurquera, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il faut avancer. Il faut mettre toute l'énergie pour avancer. Ouais. Et ça, c'est important de vraiment s'engager. S'engager dans son cursus scolaire. On peut se tromper. On peut ne pas choisir la voie qui nous correspond. On peut tenter un cursus d'ingénieur et se rendre compte que c'est pas ce qu'on veut faire, etc. C'est pas grave. Par contre, on va à fond. On finit son semestre, on finit son année et on regarde après. Mais on n'abandonne pas en cours d'année sans son diplôme, sans ses ECTS ou quoi, parce que ça servira toujours. On s'engage à fond dans la recherche de son parcours à l'étranger. On s'engage à fond dans la recherche de ses stages. On n'attend pas que ça vienne à nous. Et ça, c'est aussi valable dans le monde pro. Et c'est super important d'avoir un engagement. Et son engagement, ça peut être dans le monde pro, ça peut être dans le monde associatif, ça peut être d'un point de vue perso. On peut s'engager pour apprendre une langue, on peut s'engager pour faire du sport. Il n'y a aucun souci. Mais pour moi, on se fixe des objectifs et on y va. Et ça, c'est très important. Ok. Je sais même pas comment réagir. Vraiment, c'est trop bien dit. Vraiment, tu parles très très bien. Au niveau de ton métier, avec tout ce qui se passe, surtout avec l'arrivée de l'IA, on le voit partout. Comment tu l'imagines ton métier plus tard? Alors, notre métier, on travaille dans l'industrie de la défense. Donc on a un certain nombre de contraintes et de règles autour de nos métiers. Ça, c'est important. L'IA au quotidien, c'est un outil. Comme il y en a eu plein, et comme il y en aura plein.
c'est un outil autant pour accompagner dans notre métier que pour réaliser notre métier, parce qu'en tant que concepteuriste d'algorithme, l'IA, c'est une nouvelle corde à notre arc, et en plus, c'est une corde multiple, parce que l'IA, suivant la définition qu'on prend, peut y avoir plein de choses dedans. Donc ça, je pense que c'est assez important à comprendre. Après, dans le changement du métier d'ingénieur, ça change beaucoup de choses. J'ai été assez surprise cette année, on fait passer les entretiens pour des stages, et c'est la première année où on a plein de stagiaires qui nous disent « Ah non, mais ce projet-là, je l'ai fait avant l'arrivée de tel modèle ou tel modèle d'IA. » Ok. Mais ça change quoi concrètement dans la façon dont tu fais ton métier? Ton métier, tu te renseignes, tu réfléchis, tu analyses ce que tu as et tu le mets en place. Moi, la façon dont tu te renseignes et dont tu analyses, ce qui compte, c'est que tu analyses. L'IA, elle donne accès à beaucoup plus de données. Mais si c'est pour les prendre et les copier-coller, si c'est pour demander du code et le copier-coller dans un exécutable et appuyer sur le bouton et dire « Oh, ça marche pas », non, c'est pas ingénieur ça. Moi, ce qui compte, c'est la façon dont tu réalises et dont tu analyses. Ça va être ça la vraie différence. La façon dont tu vas réfléchir à qu'est-ce que tu demandes, précisément. La vraie question, elle est là. C'est un outil qui va faciliter des choses, c'est certain. Dans l'industrie de la défense, avec les contraintes qu'on a, comme j'ai dit, je pense que ça va avoir un impact un peu moins rapide que d'autres environnements. Par contre, quand on regarde le taux d'erreur dans les réponses, actuellement, je ne sais plus à combien il est sur les derniers gros modèles, mais il est quand même énorme le taux d'erreur dans les réponses d'une IA. La vraie question, c'est comment on analyse et comment on corrige ça. Et ça va être le vrai métier d'un ingénieur. Ça va être regardé, ça va être avoir bien appris. Parce que si on a juste demandé d'avoir des résultats et des résultats et des résultats et qu'on n'a jamais analysé tout ça, demain on n'en fera rien non plus et on n'avancera pas. Et on sera incapable de refaire un modèle d'IA. C'est clair. Mais du coup, toi, t'aimerais bien voir quoi évoluer dans ton domaine, que ce soit d'un point de vue technologique, même humainement parlant? Dans mon domaine, ce que j'aimerais voir évoluer, c'est ce que je l'ai dit. C'est qu'on arrive à ce que les gens sachent que c'est qu'un ingénieur, qu'on arrive nous aussi à le faire passer pour être compris par notre entourage, parce que dans les familles aussi, forcément, tout le monde ne comprend pas forcément à quoi ressemble notre quotidien. Donc ça me paraît très important. Et puis, je pense qu'il y a une vraie question de s'engager. Encore une fois, dans des cursus, dans des métiers. Ça ne veut pas dire faire des heures et s'engager, ça veut pas au boulot, ça ne veut pas dire faire des heures et plus avoir un équilibre vie pro, vie perso. Non, pas du tout. Ça veut dire que ce qu'on fait, on le fait à fond, dans les limites qu'on s'est posées. Mais ça veut dire que si demain il y a un problème ou autre, oui, on va peut-être pousser un peu cette limite à un moment donné. Et ça, je pense qu'avoir un engagement, savoir pourquoi on fait les choses et autres, c'est très important. Bon, du coup, si on part un peu dans l'imaginaire, là, spatial, parce que, bon, comme tu l'as dit, MBDA... Bref. Donc, si on part dans l'imaginaire, si tu pouvais aller n'importe où, donc principalement dans l'espace, où est-ce que tu irais? Ça peut être une planète, astéroïde... Alors, je resterai les pieds bien ancrés sur Terre, ayant la phobie de l'espace. J'en profiterai pour faire le tour du monde, parce que j'adore voyager et il y a plein de choses à apprendre et à découvrir sur notre belle planète. Mais je resterai les pieds sur Terre, éventuellement sur un bateau sur la mer, mais pas trop plus loin. On ne te verra jamais dans une fusée? Alors, en tant qu'ingénieur, quand on sait comment on fait une fusée, non, nous ne montons pas dedans la plupart du temps. Même quand il y aura les voyages dans l'espace, là... Non, sans moi. Ok. Vraiment sans moi. Ok, maintenant, j'ai une petite question. C'est, est-ce que tu as une chanson, une musique que tu écoutes un peu avant une présentation, un oral ou un projet important qui te motive un peu, qui te donne un peu de courage? C'est une bonne question. J'en ai plein. Je dois reconnaître que j'ai la playlist de mon papa qui fait partie de ça, mais non, pas particulièrement de chansons ou quoi. Si j'ai vraiment des gros doutes, par contre, je vais plutôt être amenée des fois, de manière très égocentrique, à regarder ma page LinkedIn et voir ce que j'ai fait. Ça peut redonner du courage et ça peut remotiver quand on parlait de confiance, de se dire ok, en fait j'ai ma place, j'ai déjà fait ça. Ah oui, mais ça va être plus ça que des chansons ou autres. Ou un style musical peut-être. J'en écoute. Ou tout ce qui passe. J'écoute beaucoup de musique, mais là comme ça il n'y en a pas une. Non mais c'est vrai que c'est super important de se rappeler
d'où on vient, ce qu'on a fait pour en arriver là, parce que parfois, on se voit et on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Ouais. Est-ce que je mérite vraiment d'être là? Mais en fait, bah oui, bah mille fois. On a Et bossé moi, je pour. conseille d'avoir un petit cahier ou un petit dossier dans sa boîte mail où on garde toutes les petites victoires qu'on a. Parce que des fois, il y en a qui peuvent paraître très anodines, mais en fait, elles vont déverrouiller une porte qui est tellement grande après que c'est important de toutes se les mettre, ces petites réussites. C'est vrai, on n'y pense pas. On pense souvent au négatif, on pense pas souvent au positif de tout ce qui s'est passé avant. Mm. Des choses- Et il faut faire l'effort. Ouais, c'est vrai. Très personnel, là, est-ce que tu as une passion ou un talent caché? Alors, talent caché, je dirais pas, à part talent à faire des nuits blanches de manière un peu stupide, des fois pour finir des choses parce que je suis en retard. Non, je dirais une passion, je suis très curieuse. J'ai une vraie passion pour l'enseignement supérieur et les écoles d'ingé en France. Je pense qu'on a un cursus en France qui est absolument incroyable, qui est unique au monde. Et, euh, et ça me passionne vraiment de pouvoir le transmettre et accueillir le plus de monde dans ces filières-là. Et puis à côté, une grosse passion pour les voyages. Il n'y a pas le même effet sur le portefeuille. C'est très bien le voyage, c'est magnifique. T'as déjà fait quoi comme pays? Du coup, j'ai eu la chance de partir en Australie. Du coup, la Corée du Sud pendant mes études. Et puis récemment, j'y suis retournée également. Beaucoup de petits voyages en Europe, puis un peu les États-Unis. Wow. Ah, tous les continents. Faut profiter de la vie. Il Hein? manque un Ouais. continent. Ouais. 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 C'était bien la Corée du Sud. C'était incroyable. C'était génial. J'attends d'y retourner, mais là, j'ai plus trop d'excuses. Avant, je pouvais dire j'y étais pendant le Covid, faut que j'y retourne visiter. Et là, bon, Ouais, tu étais j'y étais récemment. Et t'as un pays que t'aimerais faire particulièrement? J'aimerais bien faire le Japon, parce que historiquement, en fait, ça a été un très gros conflit avec la Corée. Un conflit assez terrible. En fait, de notre point de vue en tant que Français, souvent on met presque les deux dans le même panier. Donc j'aimerais bien voir justement ces différences-là et comprendre un peu mieux. Ayant du coup passé pas mal de temps en Corée et m'étant intéressée à l'histoire coréenne, je trouve ça toujours important de connaître un peu l'autre version de l'histoire. Tu parles coréen un peu? Un petit peu. Tu aurais pu te présenter en coréen. J'aurais pu. J'aurais peut-être pas osé. Je pense que personne n'aurait compris. Ça aurait été stylé. Ouais. Mais du coup, tu nous parles de tes différents voyages. Et tout à l'heure, tu nous parlais du point de vue occidental qu'on avait des sciences et de l'ingénierie. Est-ce que, selon toi, ton ouverture d'esprit t'a aidé justement par exemple, tu travailles dans un domaine qui est la défense. C'est un domaine qui est assez sensible, un sujet sensible. Est-ce que cette ouverture d'esprit, elle t'aide au quotidien ou pas? Alors, je sais pas si elles m'aident dans le cadre de mon travail. Par contre, dans mes études d'ingénieur, et quand on parlait de la place de la femme dans le monde de l'ingénierie en France, oui, ça c'est certain. La vision du monde du travail, la vision de la famille, la vision de la culture, tout, en fait, c'est très ancré dans notre société. Et notre société, je parle de la société française. Oui. Même en Europe, en fait, quand on creuse un peu, les stéréotypes autour de la femme, du travail de la femme, etc., c'est pas les mêmes dans tous les pays européens. Il y a des grosses différences culturelles. En Allemagne, on va attendre qu'une femme s'arrête de travailler quand elle a eu un enfant, mais qu'au bout de quelques années, elle reprenne le travail. Et oui, sa carrière a été mise en pause, mais il n'y a plus il n'y a plus de questions qui se posent une fois que les enfants ont atteint un certain âge. En France, finalement, on a des stéréotypes qui vont rester à partir du moment où une femme est mère, ça va rester un peu tout au long de sa carrière. On va dire qu'on est un peu plus proche de l'Italie en termes de culture sur le sujet. En Angleterre, c'est un peu différent aussi. Et ça, on est en Europe. Quand on regarde plus loin, en Afrique, on va retrouver différentes cultures avec quelques cultures qui étaient matriarcales et pas patriarcales. Donc, qui ont des grosses différences sur ça. La culture américaine est très différente. Et c'est vrai que moi, du coup, je me suis intéressée aux cultures coréennes qui sont très influencées par le confucianisme, où c'est assez différent la place de la femme dans la société. Il y a des freins qui sont les mêmes, il y a des freins qui sont très différents. Et ça, je trouve que c'est intéressant pour mieux comprendre nos freins à nous, pour mieux comprendre les leviers qu'on pourrait avoir. Et puis justement, cette question de qui place les limites quand. Est-ce que c'est nous qui les plaçons? Est-ce que c'est la société qui les place pour nous ou autre? Finalement, avoir un autre angle, ça permet parfois de tempérer un peu les décisions qu'on peut prendre. Okay. T'as jamais eu envie de partir de la France?
justement d'aller dans un autre pays parce que ça t'attirait plus ou... Alors, ce que je disais, pour moi, c'était vraiment très important, par mon histoire familiale, de travailler en tant qu'ingénieur en France, Ok. pour une entreprise française. Si j'ai des possibilités de faire de l'expatriation, c'est quelque chose que je m'interdis pas dans ma carrière. Par contre, ce sera au bénéfice d'une entreprise française. Ok. Et après, le voyage, ça, c'est sûr que je continuerai à découvrir plein de choses autant que possible. Ouais. Ouais, mais t'es attachée à la France. C'est Ok. bien, c'est bien. Donc, niveau actualité des femmes dans les sciences, donc on a le 16 octobre de cette année 2025, il y a les Nature Awards for Inspiring Women in Science qui ont été attribués à des femmes scientifiques, dont Sue An Lee, qui vient de Malaisie, et elle a été récompensée pour ses recherches basées sur l'IA en agriculture durable. Voilà. Et il y a, j'ai pas calculé le nombre d'années, mais le 21 décembre 1898, il y a Marie Curie et son mari Pierre qui ont annoncé la découverte de l'élément chimique, le radium, le Ra88. Ça remonte un peu, 1898, ça fait déjà j'ai pas, 130 ans. Ça va faire 130 ans, donc Ouais. ça commence à remonter un peu. Eh ben. Ben, on arrive à la fin du podcast. J'espère que l'épisode t'a plu. Ça m'a beaucoup plu. Merci beaucoup pour l'invitation. Et merci Pas à de toi. souci. Et nous, on se retrouve pour un prochain épisode. On vous souhaite de bonnes révisions, de bonnes fêtes de fin d'année, tout plein de bonnes choses et de la réussite surtout. Et quoi d'autre? Et bisous. Et plein de bisous. Ouais. Salut tout le monde.